Bonjour. Bonjour Marie-Chantal. Voilà, bonjour Frédéric. Alors, la dernière fois, nous avons parlé, entre autres, de l'image, toujours cette image. C'est une grande prêtresse maintenant, un petit peu partout. Et vous, Frédéric, vous avez mentionné le fait que finalement, les images, nos propres images sur les réseaux sociaux ne sont pas faites seulement pour être partagées, elles sont faites pour se montrer. Alors, comme quand on vient vous voir, on se fait du bien, on se réactualise, hein, même si on ne rajeunit pas, on est quand même plus en harmonie, c'est quand même plus esthétique par définition. C'est pour nous-mêmes, mais c'est aussi pour l'image que l'on donne aux autres. Alors, ce que je voudrais vous demander, Frédéric, c'est que pensez-vous que la chirurgie esthétique subit de la part des réseaux sociaux? Alors, il y a plusieurs niveaux depuis l'apparition des réseaux sociaux. Alors, il faut dire que personnellement, pour revenir un petit peu à moi, ma petite personne et mon rapport avec les réseaux sociaux et Internet, il faut savoir qu'en 1996, donc c'était même pas le b.a.-ba d'Internet, c'était tout à fait le début de l'Internet grand public, on va dire, où il commençait à y avoir un peu des prestataires de services, mais c'était en fait très confidentiel. J'ai créé le premier site mondial de chirurgie esthétique qui s'appelle toujours, parce que je l'ai gardé bien sûr, www.esthétiqueqes.com. Alors, bon, c'est parce que j'avais un parcours universitaire dans lequel j'avais fait un petit peu d'informatique et finalement ça m'avait titillé à l'époque, sous le feu des critiques, parce que tout le monde me critiquait, mais personne n'y croyait, donc c'était une situation un petit peu ambiguë, parce que, bon, comme toujours, à partir du moment où il y a de l'innovation, on dérange un petit peu. On dérange, voilà. On ne fait pas comme tout le monde. Voilà, bon, l'histoire m'a donné raison, parce que finalement, je suis reconnu quand même pour avoir fait ce premier site mondial. Et ensuite, tout le monde l'a fait. Et bien sûr, les critiques se sont tues. Bon. Alors c'est là où je veux en venir, c'est-à-dire qu'en étant finalement un pionnier dans ce domaine, pas dans l'Internet, mais dans l'Internet concernant la chirurgie esthétique, j'avais créé à l'époque, en 1997, ma propre clinique de chirurgie esthétique, et j'ai bien compris à ce moment-là que ces réseaux sociaux, en tout cas Internet, les sites web, etc., bien construits, était une source finalement de recrutement majeur. Alors c'est très intéressant parce que donc, ça a créé un lien entre le chirurgien à l'époque et les patients. Bon, finalement, après on a payé un peu la contrepartie parce que les gens se sont rués sur l'internet, sur les médecins, sur l'information. Et on a atteint maintenant un point où on a un surplus d'informations. Et maintenant, il y a un terme qui revient bien souvent, c'est un peu les fake news. Alors, c'est les fausses nouvelles. Les fausses nouvelles, où on va faire des annonces, les gens vont avoir une exigence un petit peu... moi, des fois, je dis un petit peu perverse, parce que justement, pour servir leur narcissisme, ils se servent alors ça c'est un fléau. Hein. C'est un fléau parce que quelque part ils ont pris le pouvoir à travers Internet. C'est-à-dire qu'il y a eu une inversion, on va dire une inversion des rôles où avant, disons le praticien, le prescripteur avait le premier rôle, et maintenant on se demande si c'est pas l'inverse. Enfin, bon, je crois que je me demande plus. Je pense que les gens ont pris un pouvoir grâce à cette information qui est souvent délétère. Maintenant on s'aperçoit que c'est délétère, qui est l'information délivrée par les réseaux sociaux ou Internet, et via Internet. Alors donc, premièrement, ça serait que des gens... bon, les élèves dépassent le maître, les patients dépassent les chirurgiens esthétiques et vont finalement se mettre en avant sur leur propre blog ou leur propre vlog ou leur propre site, vont récupérer de l'information pour la transformer en fonction de leur vécu, de ce qu'ils ont dans la tête, pour nourrir un déficit d'image et pour avoir un certain pouvoir. Donc, la question que je vous pose, inhérente à l'influence des réseaux sociaux sur la chirurgie esthétique, est-ce qu'il n'y a pas là comme une espèce
de lien qui fait indéfectible, qui fait que puisqu'on se montrait sur la version papier, on se montre sur la version web, on se montre dans la rue, on se montre partout, et sous quel angle peut-on se montrer? Alors, la dernière fois, nous avons fait un sujet hyper tabou, vous ne m'avez pas prévenu, bon, j'ai quand même accepté de le faire, ce sont toutes les personnes qui se font refaire donc les organes génitaux, mais que ce soit pour le visage ou que ce soit pour ailleurs, ils ont recours à divulguer tout leur être sur leurs réseaux sociaux. Alors, est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est mauvais? Est-ce que c'est ni bon ni mauvais? Mais voilà, je voudrais savoir ce que subit la chirurgie esthétique de ces réseaux sociaux. Alors, en ce moment, on assiste à quelque chose de terrible à travers ces blogs et ces vlogs. Ce sont justement l'apparition de ces icônes qui veulent ressembler à la Barbie, à, je ne sais plus comment ça s'appelle, Ben, le mari de Barbie, ou le petit ami, Ken, excusez-moi. Oh, là, on touche. Moi, je connais. Oh, ah, ouais, je connais pas. Bon, j'ai vu ça. Je connais mes classiques. Mais par contre, j'ai regardé un petit peu la démarche de ces gens, bon, qui est pathologique, bon, bien sûr, en ce qui concerne la consommation de la chirurgie esthétique, c'est quelque chose de terrible. Et des fois, j'ai un petit peu de mal à comprendre comment des chirurgiens peuvent répondre. Bon, c'est pas en France. Bon, oui, c'est aux États-Unis. Aux États-Unis ou surtout au Brésil. Et donc, la démarche est un petit peu différente, tant au niveau de la demande que des rapports par rapport à l'argent. De toute façon, on doit servir le patient, donc ils le veulent, ils le font. Bon, ils le font. Bon, oui, mais ce qui est intéressant, c'est que ce que j'en ai tiré, c'est que donc à travers ces réseaux sociaux, donc les blogs et les vlogs, il y a une diffusion et il y a une épidémie. Alors, Internet participe à une épidémie déjà de débilité mentale, on sait déjà avec la télé, avec la télévision, à travers je sais pas, les anges de la réalité. Toutes ces émissions qui mettent en avant le corps et surtout la bêtise humaine. Et là, on a exactement la même chose avec ce point terrible, parce que ça touche au corps et à la santé des individus. Et on voit la petite gamine de 13-14 ans qui va prendre exemple, qui va s'abonner à ces blogs ou ces vlogs, mais par milliers, ça fait pas rire, hein, et qui vont rentrer dans la même démarche avec une demande aux parents pour pouvoir accéder à une chirurgie esthétique à un âge très jeune, et surtout pour des motifs un petit peu incompréhensibles. C'est-à-dire que c'est là où je dis qu'on est vraiment dans la débilité mentale, c'est-à-dire que c'est pour ressembler à une poupée. Alors, excusez-moi, enfin bon, je pense que... Enfin, on a déjà eu, sans le web, on a déjà eu quand même notre cher Michael Jackson qui a donné l'exemple. Bon, c'était pas avec Internet, c'est inhérent à la personnalité qui a envie d'eux. Hein. Donc, quelque part, quand même, ça vient peut-être pas d'une pathologie, mais d'une très forte différence d'être humain. Certains qui veulent s'identifier, ça c'est l'identification. Ça vient d'un phénomène psychologique qui fait que ça tient les gens debout, parce que sinon, pour le coup, ils n'ont pas d'image et ils ne sont personne. Vous avez vu les sosies de Johnny Hallyday, les sosies de tous les acteurs, ils ne vivent que pour ça. Hein. Alors, moi, ce que j'aimerais extraire de tous ces constats, c'est est-ce que ça vous a apporté plus de patients, moins de patients? Est-ce que ça a différé les humeurs des patients et dans quel sens? Voilà. Alors, moi, personnellement, je n'ai jamais couru après ce type de patients, parce que où je les ai récusés ou refoulés gentiment, des fois même plus sévèrement, on va dire. Donc, je n'ai pas eu à faire. Mais bon, le constat que j'en fais au bout du compte, c'est que si ça amène des patients incertains, c'est accéder et accélérer à la chute de ces patients, parce qu'on se rend bien compte que derrière tout ça, bon, vous dites que c'est pas une pathologie, moi je pense que c'est de la pathologie, en tout cas c'est la pathologie du vide sociétal actuel, où bon, et c'est les médias, on va dire, facilitent ou finalement encouragent aussi ce type de déviance. Alors,
voilà. être homophobe ou machin, on va donner le là et la normalité à travers des groupements LGBT, où l'homosexualité est dans la norme, où le corps meurtri, et c'est pour ça que je dis, parce qu'on parle de la chirurgie esthétique, mais regardez les tatouages. C'est absolument horrible, des gens qui se mutilent, parce que, bon, on va dire la chirurgie esthétique, bon, dans l'absolu, on peut après faire de la chirurgie réparatrice. Mais corriger un tatouage, c'est une brûlure. C'est une mutilation définitive. Et après, on se rend compte que le taux de suicide des adolescents ou des jeunes adultes est majoré. Les dépressions, la consommation médicamenteuse. Toutes les addictions. Toutes les addictions. Qui comblent le vide. Voilà, parce qu'on est dans une société du vide. Il faut le dire, c'est un processus qui dure depuis une vingtaine d'années. Alors donc vous, ça s'est accéléré. Sur la chirurgie esthétique, vous n'en avez pas trop d'effets pervers, mais ça vous permet d'ouvrir une fenêtre pour voir ce qui se passe. Parce que les gens qui viennent chez vous et la manière dont on parle de la chirurgie esthétique sur les réseaux sociaux, ça n'est plus ce que c'était. Ah ben non, parce que j'ai bien vu, j'ai 35 ans de pratique de la chirurgie esthétique, où nous au départ, bon, même par goût, j'ai fait de la chirurgie plastique réparatrice, mais très rapidement, j'ai fait de la chirurgie esthétique pure. Et bon, à l'époque, on corrigeait des seins un petit peu volumineux, un nez trop proéminent, des oreilles décollées, enfin des choses qui étaient, on va dire, normales. Les gens avaient un complexe, quelque chose, enfin, finalement, qui était accessible à ma pensée humaine, ma pauvre pensée humaine. Maintenant, la demande est complètement différente et dépasse ma pensée. Oui, mais elle est allée aussi, Frédéric, dans le sens de l'évolution des technologies de chirurgie esthétique. Parce que là, les gens qui veulent se faire changer le visage peuvent. Hein. Oui, alors effectivement... C'est la chirurgie plastique, la chirurgie réparatrice, il n'y a pas que la chirurgie esthétique. Là, on est dans le monde où si on n'est pas acteur et qu'on ne peut pas changer de peau pour un peu s'amuser, pour changer de tête, parce qu'il y a aussi ça, hein, on peut carrément changer d'identité, partir, on a des tas de gens qui disparaissent, ils partent avec un autre visage, ça va loin quand même. Alors, c'est une très bonne remarque parce que effectivement, depuis une vingtaine d'années, la technique ou les procédures ont énormément évolué et sont assez simples à faire. Donc, il y a eu aussi une multiplication des praticiens, des fois pas tout à fait compétents, parce que quand j'ai l'occasion d'opérer des patientes chinoises, et quand je vois les horreurs qui sont faites en Chine, faites par des esthéticiennes ou des pseudos, voire la balayeuse de quartier, pour finir ses fins de mois qui va se transformer en chirurgien esthétique ou faire de la médecine esthétique, là on obtient des horreurs. Et je veux dire, des horreurs, là des fois je me trouve devant des cas, je ne sais pas quoi faire. Mais donc ça touche, on va dire, c'est un phénomène, je parle de la Chine parce que ça résume un petit peu la situation. On parlait des États-Unis, du Brésil, là ça va jusqu'en Chine, c'est un phénomène mondial. Et tout ça, c'est l'accès aux médias de masse qui vont favoriser ce... Bon, je ne veux pas trop dénoncer ces phénomènes sociétaux, etc. Enfin bon, on est bien obligé quand même de dire de respirer l'air du temps. Bon, effectivement, on parlait de l'avancée technique. Pour nous, pour ce qui nous concerne, on va pouvoir faire plus de choses, répondre à des demandes auxquelles on ne pouvait pas, à laquelle on ne pouvait pas accéder auparavant. Par contre, cette demande, il faut faire attention, parce qu'elle peut être destructrice de l'individu. Alors déjà, on a affaire à des individus fragilisés psychologiquement, dans un certain nombre de cas, et cette demande supplémentaire fait que on va les déstabiliser définitivement, et là, des fois, arriver à l'irréparable. Alors, vous avez fait référence au tatouage, vous avez vu que sur Internet, il y a des marques de luxe qui s'y sont mises depuis fort longtemps maintenant, et donc avec un contrôle d'image, on ne veut pas paraître n'importe où ni associé à n'importe quelle autre image, et moi, j'ai pensé à quelque chose et je voudrais avoir votre avis. Est-ce que ces jeunes adolescents qui ont cette maladie de passage, où on ne sait pas encore un petit peu qui on va être, hein, dans quelle orientation, qui se construisent encore un petit peu, qui sont de toute façon inondés d'images venant de l'extérieur et qui sont en train de construire la leur, est-ce qu'on ne se pose pas un peu sa marque personnelle en se tatouant? Est-ce qu'on
est-ce qu'on se... C'est pas son propre marketing luxe? Moi, j'ai créé ça. Et voilà, et j'ai plus besoin d'avoir l'étiquette ou le logo d'une marque de luxe sur mon vêtement. C'est moi, avec mes muscles et mes tatouages, et je suis une marque de luxe. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Non, mais moi, c'est ce que je pense. C'est une très bonne réflexion, effectivement. Le marqueur ne va plus être l'habit, ça va être son corps, on s'en rend bien compte. Depuis 80, ça, depuis le lycra, depuis les sportifs en lycra. Voilà, ça, puis ça a démarré là. Bon, on va fréquenter plus la salle de musculation, mais à contrario, vous avez une certaine catégorie de la population qui va avoir des muscles, mais vous en avez aussi les 3/4 qui vont être obèses et qui vont recourir aux opérations comme la sleeve pour diminuer le volume de l'estomac. Donc on est quand même alors c'est là où on peut parler des deux vitesses. C'est encore une autre de toute façon, il y a les deux, hein, il y a l'image et le corps. Hein. On n'a pas fini de revenir vous voir. Non, allez, on arrête Frédéric, on a dépassé 10 minutes. Allez, à bientôt. Merci, au revoir.